Alors, donc, nous allons passer à la deuxième table ronde qui réunit notre catégorie d'acteurs, que sont les financeurs. Alors, les financeurs, d'une manière générale, que ce soit sur la VAE, que ce soit sur la formation professionnelle, et on va voir aussi qu'il y a des interactions. On a parlé de prescription de formation, on a parlé de coûts complémentaires, et donc ça veut dire que la place des financeurs est également importante et va venir, à certains endroits, compléter les financements qui sont déjà prévus dans le cadre de France VAE. Alors, quand on parle de financeurs, ben forcément, on a tout de suite en tête les OPCO, on a tout de suite en tête Transition Pro, les régions, la région Hauts-de-France, France Travail. Donc c'est pour ça qu'on vous a réunis autour de cette table ronde. Il reste un fauteuil disponible, puis Olivier, maintenant ça va être le jeu un peu de la matinée, hein. Olivier nous rejoindra pour compléter, réagir par rapport à vos différents propos. Je vous propose d'abord de vous présenter. Alors, on va peut-être faire dans l'ordre, si ça vous va. Cédric. Bonjour à tous. Cédric Bruch, responsable de service au Conseil régional, à la direction de la formation professionnelle, en charge des programmes régionaux de formation. Bonjour, Marianne Cazalet, directrice des opérations à France Travail Hauts-de-France. Bonjour, Denis Jorel. Moi, je suis délégué régional pour l'OPCO des entreprises de proximité en région Hauts-de-France. Bonjour à tous, Olivier Philippe, directeur général d'Uniformation, l'OPCO de la cohésion sociale. Bonjour à tous, Christopher Snoweski, responsable développement et innovation chez Transition Pro Hauts-de-France, et notamment de la promotion de la VAE au sein des entreprises et chez les salariés. Très bien. Olivier, conservez le micro, puisqu'on va démarrer par toi. Uniformation, on a évoqué tout à l'heure cette réforme, cette nouvelle VAE, cette nouvelle formule de la VAE. Elle est née en fait d'une expérimentation, REVA 1, REVA 2. On est encore en phase de lancement, on va dire, de France VAE. Et donc, dans cette phase de transition, d'une certaine manière, Uniformation a été un acteur clé dans ces phases d'expérimentation et dans cette phase de transition. Que peux-tu nous en dire ? Alors oui, en effet, mon histoire avec l'autre Olivier commence à avoir un certain âge, puisque en fait, Uniformation s'est impliqué dans cette expérimentation à partir de mars 2022. Mars 2022, la presse se fait écho des développements qui sont en cours, des projections. Il est évident que le périmètre d'Uniformation, qui comprend des branches très impliquées dans les certifications qui étaient tout de suite sur cette période d'avance de phase, n'ont plus qu'être sensibles à cette expérimentation. La branche des acteurs du lien social et familial, la branche de la mutualité, la branche éclat, la branche des familles rurales, la branche bien sûr de l'aide et des soins à domicile. Donc tous nos administrateurs ont été bien sûr très, très impliqués sur ce sujet-là. Et lorsqu'il a fallu trouver un moyen pour l'équipe aujourd'hui de France VAE, hier de Betagou, Vreva, avait besoin d'une colonne administrative pour gérer ces dossiers. C'est à l'unanimité que notre conseil d'administration, au mois d'avril 2022, après bien sûr une interlocution assez importante avec l'État, en la personne alors d'Axel Courned, qui était à l'époque à l'EDGEFP, s'est porté volontaire pour donc assurer la partie back-office administrative de cette expérimentation. Puisque comme Olivier le disait il y a encore quelques instants, un des sujets était bien de redonner une certaine fluidité à ce dispositif-là qui pouvait, pour un certain nombre de ces bénéficiaires, est entravé par OK, j'ai mon projet, j'ai identifié ma certification et maintenant je me tourne vers qui ? Et le qui souvent a été multiple. Alors, c'était sans doute moins le cas sur notre champ d'intervention, puisque
la quasi-totalité des branches professionnelles que j'ai citées tout à l'heure avaient historiquement une attention particulière sur ce dispositif, puisque un grand nombre de leurs salariés sont véritablement très impliqués dans cette nécessité d'avoir des certifications pour avoir un poste dans ces structures quasi réglementées en termes de quotas de personnel certifié. Donc, historiquement, c'est vrai que ce sont des branches qui ont des niveaux de contribution supplémentaires conventionnels très importants, en moyenne, alors que vous savez que les entreprises, notamment les plus petites, ce qui sont ici les majoritaires, ont un écho de 0,55% de leur masse salariale dédiée à la formation. Sur ces champs, on est plutôt aux alentours de 10, de 15, de 30. Et donc, tout ce qui était, ce qu'on a évoqué à l'instant, les frais annexes, la rémunération, bien sûr, était d'ores et déjà prise en charge. Donc, très, très légitimement, les choses sont faites, se sont bien faites. On a vu la volumétrie augmenter, on a eu de la part de nos correspondants de branche des éléments de satisfaction. Et pour se refocaliser sur l'aspect de la partie financement, aujourd'hui, la question est bien de savoir comment on va pouvoir articuler le financement qui demain sera mis en place par l'État à travers le GIP France VAE avec le plus que peuvent apporter les branches à travers leurs contributions complémentaires. Il y a plein de trucs vachement techniques qui ne doivent pas intéresser grand monde ici, mais qui ont des incidences. Il va falloir travailler. Comment est-ce qu'à travers Agora, on arrive à faire le match entre les dossiers qui seront gérés par Olivier et ses équipes et ceux qui seront gérés par mes services administratifs à construire. Comment les choses sont faites. Alors, actuellement, Olivier n'est peut-être pas encore au courant, mais j'ai 3 branches professionnelles qui tapent à ma porte pour absolument commencer leur interlocution et leurs travaux pour voir comment les choses peuvent avancer, puisque au-delà de ces frais périphériques, il y a aussi une volonté d'aller parfois plus loin sur la durée de l'accompagnement avec des abondements de branches. Donc là, qui dit abondement de branches, alors chez nous, on va repartir sur des logiques qu'on connaît déjà avec 5 de nos branches qui font des abondements de branches sur le CPF. Donc on sait comment ça peut fonctionner. Donc je pense qu'on va recabler la même chose avec Olivier et le GIP France VAE. Mais il y a encore plein de choses à travailler, et notamment sur les sujets des VAE collectives. Merci Olivier. Je vais me tourner vers Denis. Denis, donc délégué régional Hauts-de-France pour OptoEP. Un des sujets importants, et on commençait à l'évoquer tout à l'heure, du développement de la VAE, ça va être son appropriation, sa mobilisation par les acteurs, et les financeurs ont un rôle à jouer au plus près des territoires pour quelque part participer, solliciter, si on retient les OPCO au niveau des employeurs, solliciter, mobiliser les employeurs sur ce sujet. Dans le cadre du CPRDFOP, le contrat de plan région de développement de la formation et de l'orientation professionnelle, je suis très content que j'ai réussi à le dire en une seule fois. Donc il y a un groupe de travail qui est actuellement à l'œuvre, dont OptoEP est un des artisans, afin de développer la VAE. Denis, est-ce que tu peux nous en dire plus? Comment cela se passe aujourd'hui? Quelles sont les perspectives? Oui, effectivement. Donc il y a ce groupe de travail. Donc le contrat de plan régional développement des formations professionnelles a été signé l'an dernier. Donc c'est un petit peu la feuille de route, je dirais, pour décliner les politiques emploi, formation et d'orientation à l'horizon 2027. Et donc c'est aussi donner de la programmation et de la lisibilité aussi sur le projet régional qui est porté par l'État, les régions et les partenaires sociaux. Donc dans ce cadre, il y a un groupe de travail qui, effectivement, a pour le thème d'accompagner et promouvoir la VAE, la nouvelle VAE notamment. Donc on s'est réunis une première fois. Donc c'est un groupe de travail qui est piloté par la DRET, et puis Christopher également. Et on va retrouver
je dirais, les partenaires de l'écosystème, l'université, l'éducation nationale avec le DAVA, 4 OPCO, Transition Pro, le Pôle emploi qui est devenu France Travail, également, pour regarder un petit peu, Olivier Gérard parlait effectivement de l'appropriation par, je dirais, les acteurs territoriaux, et c'est vraiment un petit peu l'objectif de ce groupe de travail, c'est d'avoir un petit peu une cartographie et une appropriation et une lisibilité aussi par rapport à une stratégie régionale qui est celle de décliner finalement l'ambition nationale, de passer de 30 000 à 100 000. On a bien vu qu'on était, j'ai bien compris, 4e région en Hauts-de-France, mais effectivement, on se doit d'aller beaucoup plus loin pour promouvoir cette VAE. C'est un petit peu l'objectif de ce groupe de travail qui s'est réuni une première fois, c'était à l'automne, et donc on était bien évidemment en attente de la sortie du décret. Et donc on a bien vu qu'effectivement les questions tournaient autour de la simplification administrative. Donc là effectivement le décret va nous aider, de la lisibilité, de l'appropriation, je dirais, des acteurs. Alors les acteurs, les cibles sont les candidats eux-mêmes, hein, s'approprier la démarche, sont pour ce qui concerne les OPCO, les salariés d'entreprise, mais pas que, parce qu'il y a également les chefs d'entreprise et également les branches professionnelles. Ça a été souligné par mon collègue à côté, hein, comment une branche s'approprie du dispositif, comment le chef d'entreprise intègre une VAE dans une stratégie d'entreprise, et ensuite on a le candidat. Et puis il y a tous les candidats, je dirais, et puis également les professionnels qui sont dans la salle, les professionnels de l'accompagnement de la VAE. Donc notre premier échange, c'était déjà d'identifier, de recenser les attentes de ce groupe de travail, de tous les acteurs, de voir un petit peu les initiatives en termes de promotion. Hein. Donc on a vu que chaque acteur développait ses initiatives de promotion. Donc ça peut prendre des formes diverses et variées de matinales de la VAE. Hein. On travaille avec Transition Pro, l'éducation nationale, etc. pour organiser des matinales. Il y a des ateliers VAE également. Il y a des webinaires qui existent. Enfin voilà. Toutes les initiatives. Donc on était dans ce recensement, et là maintenant, de par la sortie du décret, je pense qu'on va pouvoir passer à une vitesse supérieure. C'est aussi s'inscrire, comment on s'inscrit. Ces acteurs territoriaux sont partenaires, je dirais, s'identifient à travers la plateforme, hein, le portail, le guichet unique de promotion aussi de la VAE. Alors, tout à l'heure, Olivier le disait, beaucoup d'entreprises, et notamment de petite taille, voire de très petite taille, la VAE, ce n'est pas forcément le dispositif qu'elles ont en tête spontanément. Ce n'est pas forcément d'ailleurs leur vocabulaire. Les petites entreprises ont plutôt parlé de diplôme, de certification, de montée en compétences de leurs salariés, parce qu'elles ont aussi des obligations à remplir. Quel rôle peut jouer l'OPCO, les conseillers des OPCO qui sont au plus près des territoires, pour aider les entreprises finalement, voilà, à traduire leurs besoins, leurs envies, et les traduire notamment au travers de la nouvelle VAE. Comment les conseillers vont pouvoir mener ce travail-là? Alors, il y a, je dirais, deux strates. Hein. C'est d'abord, un OPCO n'existe que parce qu'une branche professionnelle ou des branches professionnelles l'ont désigné. Donc on est au service de la branche. Donc c'est aussi un projet qui se décline au niveau des branches professionnelles, et ça a été très bien dit, de la stratégie de la branche professionnelle, des plans stratégiques. Donc là, c'est porté par les instances politiques des branches professionnelles, ce qu'on appelle chez nous les commissions paritaires nationales de l'emploi et de la formation professionnelle. Est-ce que ça rentre dans une stratégie de branche? Donc ça, c'est le premier sujet, donc des partenaires sociaux. Et ensuite, effectivement, la déclinaison à travers les OPCO, leur réseau de proximité, donc au plus près, je dirais, des besoins des territoires et des branches et des entreprises. Donc là, pour EP, nous avons donc un réseau de proximité, un maillage très fort territorial pour accompagner la compréhension des besoins des entreprises dans leurs projets de formation, dans leur stratégie. Et donc, nos conseillers, lors des rencontres, embarquent l'offre de services de l'OPCO, dont la VAE. Donc la VAE, je rappelle, elle est financée soit par le plan de développement des compétences, soit par ce qu'on appelle la PROA, la reconversion, promotion à alternance. Donc ils embarquent avec eux dans cette offre de services. C'est pas, alors ça a été dit aussi ce matin dans l'état des lieux, c'est pas le premier financement des OPCO, de l'OPCO-EP. Je regardais
pour ce qui concerne OPCOEP. 2023, on a engagé un peu plus de 2,4 milliards. Voilà. Et la VAE, c'est 1 million d'euros. Ouais, pour vous dire, c'est 600 candidats à l'échelle de l'EP. Voilà, et on a envoyé 600 000 bénéficiaires. On a accompagné 600 000 bénéficiaires du 1 million. Donc vous voyez le ratio, donc le gap, quand on dit le chemin à parcourir. Donc évidemment, le premier sujet, c'est pour nous, c'est d'amener les chefs d'entreprise et évidemment les candidats. Hein, c'est bien cette double cible qu'on recherche à travers l'action des conseillers. Olivier, tu veux compléter ? Oui, pour dire aussi, en termes de travaux de nos conseillers sur le terrain, que l'irruption de France VE dans le paysage n'est pas neutre. Puisque hier, nous vendions du financement de la VE à travers les deux dispositifs qui ont été évoqués. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, puisque justement, le financement vient par ailleurs. Et puis, il y a une petite difficulté qu'aujourd'hui nos conseillers rencontrent, c'est que hier, la démarche VE était très souvent impulsée par l'employeur, qui avait donc noué préalablement des liens assez forts avec l'accompagnateur. Et il voit dans le processus de désintermédiation que porte le GIP France VE un peu des relents de ce qu'il a pu connaître en termes de désintermédiation du CPF. Donc, ce que je demande à mes équipes, c'est de bien porter le message que ce n'est pas parce que désormais il y a une facilitation, il y a une certaine désintermédiation de la chose, que le sujet ne doit plus être sur la table. Qu'au contraire, il faut continuer, plus que jamais, à parler de la VE à nos adhérents et de présenter, mais c'est un tour de force parfois, cette nouvelle accès à la VE comme quelque chose de positif et non pas de finalement j'ai plus rien à faire, c'est plus mon sujet. Merci. Du coup, Olivier, peut-être que tu réagiras tout à l'heure sur ce sujet. Je vais me tourner vers Christopher pour Transition Pro Hauts-de-France. Christopher, on a parlé des employeurs. On va s'arrêter quelques minutes sur les salariés. Comment vous voyez, au niveau de Transition Pro, comment vous voyez le développement de la VAE auprès des salariés en particulier, dans le cadre des mobilités professionnelles? Quelle architecture, articulation vous imaginez avec les autres dispositifs que porte Transition Pro? Oui, alors gros sujet, mais on fait le lien, on ne fait pas de différence finalement entre le salarié et l'entreprise. Transition Pro aujourd'hui, alors on finance la reconversion professionnelle des salariés du secteur privé et notamment via la VAE. Mais depuis maintenant 2 ans et demi, 3 ans, en fait, on a des résultats probants sur la VAE, en tout cas dans les Hauts-de-France. Entre 2022 et 2023, on a doublé notre nombre de financements. On est à 1 million pour les Hauts-de-France, qui représente aussi à peu près, comme Denis, 600 dossiers. Et pourquoi ça? Parce qu'on a eu on a axé notre promotion auprès des entreprises et de l'employeur, et c'est mon rôle et le rôle de mon équipe finalement d'aller auprès de l'entreprise, faire de la promotion de notre offre de service et notamment du dispositif de VAE. Et on y croit beaucoup en ça, on croit beaucoup en la réforme, et notamment les employeurs sont très attentifs à cette réforme, et notamment la possibilité de valider des blocs de compétences. Aujourd'hui, il y a beaucoup de postes, de personnes qui sont polyvalentes dans les entreprises, qui sont là sans diplôme finalement. Et l'idée, c'est pour les entreprises, ils voient ça comme une assistante polyvalente qui va aller chercher un bloc de compétences dans une certification sur l'achat, un sur le RH, un sur la logistique. Et en fait, nous, ce qu'on explique à l'entreprise et comment on développe, donc quand on développe l'entreprise, on développe les salariés, et on leur dit il y a 3 axes principaux pour vous aujourd'hui sur la VAE. En un, de toute façon, ça doit être un outil de GPEC pour eux. Et en fait, ça doit agir sur le recrutement. Par le biais, on recrute de plus en plus sans CV, notamment je pense à l'industrie. Aujourd'hui, les employeurs, ils proposent un CDI, mais aussi ils vont proposer un diplôme, une certification pour des gens qui n'ont pas eu cette chance dans leur parcours d'avoir un diplôme. Deuxième axe, c'est toujours, et ce qu'on connaît aussi, c'est la reconnaissance de l'expérience des salariés. C'est l'ouvrier 20 ans sur poste qui voit arriver aujourd'hui des bac+2, bac+3. Lui, il n'a pas de diplôme. Son employeur
peut faire de la promotion de son expérience via le diplôme de la VAE. Et ensuite, il y a la promotion et la mobilité finalement interne surtout. De plus en plus de métiers évoluent, changent des activités. On le voit notamment au niveau de l'automobile, entre le moteur thermique, la batterie électrique. L'employeur va utiliser la VAE pour le changement de métier, et aussi donc de ce fait chez nous on le prend en articulation des dispositifs, c'est-à-dire que la VAE ça sera une première étape pour le changement de métier de demain. Ça va permettre de réduire les parcours de formation finalement derrière, et notamment je pense à réduire finalement les financements et l'optimisation des fonds sur le dispositif PTP, le projet de transition pro, et notamment aussi sur le dispositif Transco. Alors, on a parlé de la mobilisation des employeurs, des salariés. Il faut aussi rendre attractif ce dispositif. Comment voyez-vous cette question ? De ce fait, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. On a pris le virage il y a 2 ans, et je vais prendre l'exemple donc de ce qu'on a créé. Et Denis l'a un peu évoqué tout à l'heure. Ce sont les matinales de la VAE. Donc ce sont des événements qui ont été créés. Le premier a eu lieu à Dunkerque en décembre 2021. C'est une co-construction avec le DAVA Lille-Amiens, et notamment au niveau opérationnel avec Béatrice Roland. L'idée, c'est donc on a créé cette matinale. L'idée, c'est de s'adresser à tout le monde, déjà de réunir tout le monde et de s'adresser à tout le monde. Il y a, dans un premier temps, un côté entreprise, où c'est une table ronde, où on invite des employeurs à venir témoigner de ce qu'ils ont mis en place chez eux pour faire de la VAE. Donc on a eu des grosses entreprises, essentiellement, qui sont venues témoigner. On a eu Amazon, on a eu Armatis, on a eu Arc France. Et l'idée, c'est de s'adresser aux autres entreprises du territoire. Donc on fonctionne bien par territoire, et notamment les TPE, PME, parce que c'est là tout l'enjeu, et je pense aussi à l'OPE là-dessus. Aujourd'hui, la VAE, et je l'ai précisé tout à l'heure, dans les accords GEPP, c'est pour les plus de 300 salariés, c'est pris en main par les grosses entreprises. Aujourd'hui, notre défi, c'est d'aller chercher les petites entreprises, les TPE, PME. Donc il y a toujours un temps entreprise où on fait témoigner des entreprises, où on a devant nous d'autres entreprises qui viennent écouter. En général, ça réunit 70-80 personnes. Et il y a un deuxième temps, ouverture au grand public, 10h-13h, où là, on réunit l'ensemble des certificateurs, l'ensemble des financeurs, notamment les OPCO, en fonction des plannings, ceux qui peuvent y participer forcément, afin de s'adresser à tout le monde, à tous les salariés, mais aussi aux demandeurs d'emploi. France Travail est associé à nos matinales en région de France, afin de dynamiser vraiment les territoires et en réunissant tout le monde. Donc voilà, j'en fais la promotion. Donc on a eu une matinale en 2021, on en a eu 4 en 2022 et on en a 5 en 2023. La prochaine, c'est le 15 mars à Valenciennes, donc venez nombreux. Et si vous voulez vous inviter à côté de nous, contactez-moi. Merci Christopher. Je vais me tourner vers Cédric. Peut-être passer un micro à Cédric. Cédric, la région de France mobilise des dispositifs de financement, notamment vers les demandeurs d'emploi. Cela peut concerner des actions de formation, cela concerne potentiellement aussi des actions de VAE. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, en effet. Donc la région propose un dispositif d'aide au financement en direction des publics demandeurs d'emploi qui souhaiteraient engager une démarche VAE. Alors cette aide prend la forme d'une aide individuelle à travers l'abondement du compte personnel de formation lorsque l'usager souhaite activer une VAE. Donc notre aide interviendra après la recevabilité du certificateur, qui a été émis par le ministère certificateur, et viendra financer l'accompagnement. Ça a été évoqué tout à l'heure sur la première table ronde. Il s'agit bien ici de sécuriser la démarche du demandeur d'emploi à travers cet accompagnement. Donc on va venir financer les rendez-vous avec l'analyse de formation qui va accompagner l'usager. On va venir financer aussi la constitution du dossier qui permettra d'aller jusqu'à la certification. Et puis, on ne financera pas, par contre, les frais annexes, à la différence d'autres dispositifs, notamment liés au transport, la restauration ou l'hébergement. On est vraiment sur la sécurisation, le financement de la formation, enfin de l'accompagnement par l'organisme de formation. Ok, je vais me tourner vers Marianne. Marianne, pour France Travail. Je suis content, je n'ai pas besoin de mettre les 2 euros dans le petit cochon. Je vais arrêter avec ces 2 euros.
Je suis la première à faire l'erreur. Hein, donc, France Travail est donc très mobilisé évidemment vers les petits demandeurs d'emploi pour le développement de leurs compétences, la valorisation de leurs compétences, de leur expérience. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Alors déjà, pour resituer France Travail, donc Pôle emploi s'est transformé en France Travail le 1er janvier dernier. Quel est l'objet de France Travail en 2 petits mots? C'est vraiment de simplifier encore plus les démarches pour les chercheurs d'emploi et pour les entreprises dans leur problématique, soit de retrouver un travail, soit de trouver les compétences pour son entreprise. Pourquoi je plante ce décor? Parce qu'au fond, on en a parlé beaucoup. France Travail intervient dans plusieurs événements en lien avec la VAE. Un chiffre: moins d'1% des demandeurs d'emploi connaissent la VAE et moins d'0,5% y ont recours. Donc nous, c'est un chiffre qui nous interpelle beaucoup, hein, parce qu'on a un ensemble de dispositifs de formation très riche, très complet, dans la région de France particulièrement bien construit avec le conseil régional, et on s'en félicite chaque jour. Néanmoins, on a toute une partie de la population en recherche d'emploi qui pourrait bénéficier de la validation des acquis de l'expérience et qui n'y a pas recours, soit par méconnaissance, soit par crainte de la lourdeur, par crainte des coûts, etc. Donc mon collègue de la région a expliqué que le financement pour les personnes en recherche d'emploi, je dis personnes en recherche d'emploi parce que France Travail ne vise plus que les demandeurs d'emploi, mais bien toutes personnes en recherche d'emploi qui seront d'ailleurs inscrites obligatoirement en France Travail à compter du 1er janvier 2025. Et notre volonté, c'est vraiment de simplifier, de fluidifier au maximum pour ces personnes-là l'accès à la VAE. Donc ça se traduit très concrètement par une prise en charge des frais annexes dès lors que la personne a son dossier recevable au titre de la VAE. On va prendre en charge les frais de transport, les frais d'hébergement, etc. Et c'est non négligeable. Quand une personne doit aller faire sa certification à Marseille, ça veut dire que son billet, il est pris en charge, son hébergement, il est pris en charge. Et ça, c'est autant de freins, ce frein financier et d'organisation, c'est autant de freins qui font que, surtout dans les publics ayant un niveau infra-bac, ils n'iront pas se former. Donc il y a cet aspect-là. Et puis il y a aussi des stratégies à mettre en place. Je suis mon collègue de l'OPCO des entreprises de proximité, forcément ça nous parle. On sait que la VAE, elle est particulièrement utile, en tout cas par expérience chez nous, pour les professions réglementées, en particulier dans le sanitaire et social. Le fait d'introduire les blocs de compétences, pour nous, c'est particulièrement intéressant pour des personnes que l'on veut amener vers des métiers type aide-soignant, par exemple, où le fait de passer par des blocs de compétences, ça donne une dimension beaucoup plus accessible pour des personnes qui ont travaillé pendant des années sur des emplois d'ASH. On parle même d'ASH qualifié, même si le métier n'existe pas en tant que tel. N'empêche qu'aujourd'hui, on repère et on permet à ces personnes qui ont travaillé dans des établissements de santé, d'accueil de personnes âgées et autres, de pouvoir aller, par cette logique de bloc, de pouvoir aller vers des métiers plus durables, plus stables et réglementés. Et la VAE, c'est vraiment un outil qui répond très bien à ce type de métier, puisque ça permet à des individus qui pourraient craindre d'aller se former. Et c'est vraiment là le sujet, par peur de ne pas y arriver ou parce que éloigné des études depuis de nombreuses années et la crainte sur l'assiduité ou autre, ça leur permet de faire un premier pas dedans. Et je dis bien un premier pas parce que nous aussi, on est très intéressés par l'aspect validation partielle. C'est un moyen, dans une logique de parcours pour une personne en recherche d'emploi, c'est un moyen de cranter un pas vers la qualification, la VAE. Et c'est vrai que jusqu'à présent, on l'a peu promu dans ce sens-là. Donc nous, bien sûr, on s'inscrit là-dessus.
Dans le cadre de France VAE, donc France Travail est un des administrateurs du futur GIP France VAE. On est évidemment partie prenante avec cette particularité. Déjà pour les 209 certifications en avance de phase, les personnes qui s'inscrivent dans un parcours VAE dans ces 209 certifications, elles bénéficient du statut de stagiaire de la formation professionnelle et donc sont prises en charge à ce titre et sont prises en charge au titre d'une rémunération qui peut être soit l'allocation retour emploi formation si elles avaient ouvert des droits à l'assurance chômage, soit la rémunération de la formation qu'on appelait avant RFPE pour Pôle emploi et qui maintenant va s'appeler rémunération de la formation France Travail. Donc ça m'évite de dire l'acronyme, c'est pas plus mal. En tout cas, il y a cette prise en charge à la fois du parcours d'accompagnement par le conseil régional, des frais annexes pour nous et pour les 209 certifications, ce statut de stagiaire de la formation professionnelle. Merci. Je vais peut-être inviter Olivier à nous rejoindre. Bon, on a eu un panorama à travers vos interventions des différentes modalités de financement qui peuvent être mobilisées, qui vont venir quelque part en complément de ce qui est prévu par France VAE. Olivier, comment ces compléments, cette articulation de financement, comment qu'est-ce que tu peux nous en dire? Comment tu la vois? Comment tu l'envisages? Oui. Alors, tout d'abord, effectivement, le travail qu'a fait Uniformation, j'en profite pour remercier Olivier parce qu'il a fait un boulot formidable de travailler avec nous en mode de préfiguration. On change d'avis tous les 5 minutes, on teste, on machin. Peut-être qu'il ne savait pas dans lequel s'engager. Il ne le savait pas tout à fait. Puis il pensait que ce serait assez court. En fait, ça se prolonge un peu. Donc, effectivement, Uniformation a testé avec nous en marque blanche l'idée du financement, du socle de financement unique. Avant de coder, avant de créer. Et ce socle va s'intégrer dans le groupement d'intérêt public demain. Mais c'est vrai qu'on avait besoin de tester ce que pouvait apporter le financement unique. Parce qu'effectivement, il y a des régions comme ici, vous avez été extrêmement dynamique, très proactif, en abondant de manière automatique le compte personnel formation, c'était une option. D'autres régions, il faut passer en commission permanente pour avoir son dossier de VAE. D'autres régions, on n'a pas de financement. C'est-à-dire qu'on avait Et pour Pôle emploi qui arrivait en complément de subsidiarité, c'était assez compliqué. Ça ne veut pas dire que les opérateurs, en tout cas les structures qui avaient une vocation à abonder, ne vont pas pouvoir le faire. Et donc, on a imaginé, effectivement, puisque dans la gouvernance du GIP, j'en parlerai tout à l'heure, sont bien évidemment nombre de droits les conseils régionaux, les associations de transition professionnelle, les opérateurs de compétences France Travail et l'AFPA, et les ministères certificateurs, d'avoir des politiques d'abondement. Et donc nous avons prévu, parce qu'on considère que les projets collectifs ou individuels portés sur les territoires ont de la valeur. Et donc on va, quand le GIP sera créé, on en parlera peut-être en fin de... Je vous donnerai un peu les étapes, prévoir des conventions territoriales avec tel ou tel acteur, avec telle région, parce qu'on veut faire la promotion de tel dispositif particulier sur tel territoire, des diplômes en particulier, avec tel opérateur de compétences parce qu'il veut mettre en visibilité tel ou tel dispositif, ou par exemple il a pris une action innovante comme l'a fait Hyperia de maintien des salaires des salariés, de mettre en visibilité sur un espace dédié toutes les initiatives qui vont être portées par nos partenaires cofinanceurs ou non cofinanceurs d'ailleurs. Donc nous avons travaillé avec l'ARF nous travaillons en ce moment avec l'ARF pour créer le portail, l'accès portail unique des conseils régionaux, enfin des régions, pour mettre en visibilité l'ensemble des actions qui seront portées par le conseil régional de la région. Et donc le candidat pourra avoir un accès, au lieu d'aller sur le portail de chaque région qui renvoyait vers le Cariforef, vers je sais pas quoi, dans un seul et unique endroit, il aura l'accès à ce qui se passe, à ce qui s'organise dans sa région, au plus près de son territoire. Il a déjà accès d'ailleurs à l'ensemble des points relais conseils, des acteurs du CEP. Et donc l'idée, c'est que les partenaires du groupement d'intérêt public vont pouvoir valoriser leurs initiatives et leurs financements complémentaires. Idem pour les branches professionnelles. Ça va prendre un peu de temps. Parce qu'il faut que le GIP soit créé, j'en parlerai tout à l'heure. Et donc, la place de chacun, là où elle sera valorisée sur le portail de service public.
On parlera, je ne vais pas dévoiler ce que je veux dire à la fin sur l'interopérabilité des fichiers avec France Travail, parce que là aussi, avec Pôle emploi, on est dans l'expérimentation, et je dois le dire, dans le tableau Excel. Parce qu'effectivement, vous savez, la plateforme, elle a 6 mois, donc elle se co-construit. Et donc, pour l'instant, effectivement, on a testé quelque chose où le conseiller n'est plus prescripteur du parcours VAE. C'est-à-dire qu'il n'a plus besoin, entre guillemets, d'aller demander l'autorisation à son conseiller Pôle emploi. Mais on doit quand même France Travail, on doit à France Travail de donner les bonnes informations sur le fait que le candidat est rentré en parcours VAE pour le maintien de la rémunération, pour les frais annexes. Et en tout cas, c'est tout un travail d'ingénierie qu'on doit faire avec nos amis de France Travail pour donner et traiter de la donnée. Et donc pour l'instant, on travaille en tableau Excel, un peu comme avec Uniformation. Enfin, je vous assure que le portail est magnifique, mais derrière, on a quand même encore beaucoup de travail, les uns et les autres. Donc je voulais vous dire ça. Et puis, point important, les projets collectifs. On a bien en tête que la VE va se développer si les entreprises s'approprient les projets, si les branches s'approprient les projets, et si les régions aussi s'approprient la nouvelle réforme. Et donc de pouvoir avoir sur le portail une clé d'entrée projet collectif. C'est de se dire, moi, opérateur X ou Y, j'ai envie de piloter un projet particulier sur la plateforme VAE. C'est pas prévu tout de suite. On va lancer les ateliers d'itération vraisemblablement à partir du mois d'octobre, novembre. La même chose, on travaille avec des acteurs qui ont des projets collectifs ou qui ont envie de porter des projets collectifs, des représentants de branches, des représentants de conseils régionaux, des représentants d'opérateurs de compétences. Et on leur demande un petit peu quels sont leurs besoins et on va commencer à construire avec eux des maquettes. L'idée, c'est qu'on ne perde pas le lien du candidat, du projet avec son écosystème. Et ça veut dire aussi que sur les architectes accompagnateurs de parcours, je réponds tout de suite à ton angoisse, ce n'est pas le candidat qui va choisir seul, mais ce sera bien dans une codécision. Et donc il faut qu'on revoie comment nous allons mettre en visibilité cette fois-ci les architectes de parcours. J'en parlerai après aussi pour les projets collectifs, pour que l'entreprise ou le porteur de projet puisse choisir le bon opérateur, le bon accompagnateur architecte de parcours, sans forcément faire un appel d'offres ni un marché. Mais en tout cas, si on fait de la codécision, et c'est ce qu'on a testé avec des groupes, on a testé des projets collectifs avec un projet collectif de 150 personnes avec un groupe de services à la dépendance. Ils ont choisi un opérateur, un architecte accompagnateur de parcours pour toute la France. Ils ont organisé une dizaine d'ateliers d'accompagnement collectif de leurs salariés. On sait que ça marche. Et donc, c'est une fonctionnalité qu'on développera un peu plus tard, mais dans lequel, bien évidemment, on souhaite garder ce travail d'intermédiation. Et donc, ça veut dire exactement la même chose pour les opérateurs de compétences. Ça veut dire que s'ils portent des projets, vous devez pouvoir aussi garder la main sur le pilotage du projet sans aucune difficulté. Je crois que c'est ce que je voulais tout dire. J'ai tout noté. Non. Oui, le reste, j'en parlerai après. Merci Olivier. Profitons qu'Olivier soit là. Est-ce que vous avez une question, un point à aborder avec Olivier ? C'est plutôt pour rebondir un petit peu sur ce qui a été dit auparavant, mais c'est en lien aussi avec la question du choix de l'AAP. Il est sûr qu'aujourd'hui, au niveau des branches professionnelles, il y a une vraie interrogation, en tout cas une attention particulière sur la qualité de la prestation. Et c'est vrai que lorsque l'on en entend dire qu'un AP devra être calliopisé, dans la rubrique VAE, c'est un sentiment de réassurance assez satisfaisant pour les branches professionnelles pour qu'elles continuent à mettre leur écho de fonds conventionnels dans le sujet. Est-ce que cela doit nécessiter un éventuel ajustement du référentiel national de qualité? Peut-être, probablement, mais en tout cas, dans un premier temps, ça me semble un élément très, très essentiel. Et s'il n'y avait pas cette précaution, je pense que ça pourrait susciter énormément d'interrogations. Donc je crois que c'est un bon élément. Et puis donc, on reste tous en attente des futurs développements que porteront le désormais R6412-2 sur les amendements.
Juste sur ce sujet, je répondrai à Olivier sur la table ronde sur les AP. Voilà. Si vous avez apprécié cette vidéo, abonnez-vous à notre chaîne, cliquez sur le bouton j'aime ou laissez-nous un commentaire. Et pour ne rien manquer des actualités du C2RP, suivez-nous sur LinkedIn.